Oui, merci beaucoup. Plaisir. On va voir. Ce matin-là, à Paris, j'étais en avance pour visiter l'église de la Madeleine. Je me suis installée dans un café, sans encore savoir que le chocolat chaud m'y coûterait 7,50 €. Et le tumulte ambiant, conversation, passant pressé, noya toute tentative de quiétude. Ce fut une expérience plutôt banale, mais elle me permit d'attendre assise que les portes s'ouvrent à 9h30. En approchant de l'église de la Madeleine, je fus saisie par la solennité de sa façade et de ses grandes colonnes. Pourtant, mon œil fut heurté par ces grillages, posés là sans ménagement, au nom d'une société contemporaine prosaïque. Ils brisaient la perspective. Impossible ainsi de rendre justice aux figures sculptées. Et puis, j'ai remarqué le contraste. D'un côté, les pierres nettoyées pour les objectifs des touristes, et de l'autre, la noirceur de celles qui n'étaient pas encore entretenues. En arrivant devant l'entrée, dont j'attendais l'ouverture plus tôt, je fus saisie par cette démesure. Les portes se dressaient devant moi, massives, ornées de bas-reliefs, d'une finesse remarquable. Tout autour, les moulures, les corniches, les frontons témoignaient d'un travail monumental. Et en levant les yeux, j'ai retrouvé des motifs que j'avais déjà aperçus sous l'Arc de Triomphe. Ainsi s'acheva la visite. Depuis mon arrivée pourtant, une file de touristes ne cessait de s'allonger devant une sculpture. Sans doute vantée pour sa symbolique, dressée face à l'église, elle semblait par une audace presque insolente défier l'œuvre des siècles passés, comme si elle murmurait « Regardez-moi, moi, je suis à la mode ». Après une marche d'une vingtaine de minutes, je gagnai enfin le Procope pour y déjeuner. Je me rapprochai ainsi du quartier latin où m'attendait un peu plus loin la librairie de livres anciens. Mon déjeuner fut à la fois savoureux et soigneusement présenté. Pour l'équivalent à peu de choses près de 4 chocolats chauds, l'on m'offrit un menu complet, entrée, plat, dessert. Les papilles donc comblées, je repris ma marche jusqu'à la librairie Éric Zinc, qui fait face à la Sorbonne. J'y entrai afin de faire la connaissance de son propriétaire et d'entamer un entretien destiné à vous faire découvrir son histoire ainsi que son métier. Ainsi, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Ok, Eric Zinc, j'ai 53 ans, marié, 2 enfants, et je suis libraire en livres anciens depuis 2009.
J'ai fondé la librairie donc en 2010. En fait, c'est une reconversion professionnelle. Mhm. J'étais amoureux des livres depuis mon enfance et j'ai eu l'occasion de créer la librairie. Cette librairie, je l'ai créée d'abord centrée autour de ma collection et donc de mes centres d'intérêt, qui étaient les sciences anciennes, les sciences occultes. Donc, parce qu'au XVe siècle, XVIe siècle, entre l'astrologie, l'astronomie, la médecine, la magie, voilà, les choses étaient pas forcément pas séparées. Et j'ai créé la librairie autour de ces thématiques, une librairie qui était créée en ligne. Ce qui est amusant, c'est que par contre, les clients, eux, n'ont absolument pas vu ont pas vu les choses de la même façon. C'est que les clients qui m'achetaient des livres scientifiques ne comprenaient pas pourquoi je faisais des livres de sciences occultes, et les clients qui achetaient des sciences occultes ne comprenaient pas pourquoi je faisais de la science. Donc, comme quoi, comment dire, le prisme vu par le libraire n'a pas été celui vu par les clients. Souvent, les collectionneurs se focalisent sur une thématique dans laquelle ils vont être extrêmement pointus, hein, Ouais. soit parce qu'ils connaissent, ou pour des questions de goût. Donc, certains vont aimer la littérature, mais ils vont chercher que des auteurs fin de siècle. D'autres vont s'intéresser, ben, c'est pour ce qui me concerne, je sais pas moi, à la philosophie, vu que c'est le sujet de votre chaîne. Et dans ce cas, ils vont être très pointus sur ces thématiques-là. Ils vont être moins intéressés pour acheter dans d'autres thématiques, ou alors intéressé, mais pas au point d'acheter. Voilà, oui, je comprends. Alors, si vous parlez de la boutique physique, je suis installé ici depuis 1 an et demi. Avant, j'avais une boutique qui était au Vésinet, et comme je vous l'ai dit au début, j'étais avant uniquement présent sur mon site internet. Précisément ici à Paris, c'est beaucoup plus central que lorsque j'étais au Vésinet, donc je vois une clientèle qui vient de plus loin, alors de toute la région parisienne, mais aussi une clientèle étrangère qui se déplaçait un petit peu moins au Vésinet, surtout les Parisiens. Les étrangers peuvent venir au Vésinet sans problème, c'est assez amusant. Mais il y a aussi une clientèle, enfin pas une clientèle d'ailleurs, une clientèle de passage, on va dire, touristique, qui vient pour regarder, découvrir, parce qu'elle trouve que c'est sympa. Donc il faut réussir à gérer à la fois le temps et les exigences que peuvent avoir comment dire, des clients expérimentés ou des bibliophiles expérimentés avec des néophytes qui veulent juste voir des vieux livres. J'ai fait des études de mathématiques, effectivement. Alors, l'équivalent, ça s'appelait un Master 2, hein. À l'époque, c'était un DEA de mathématiques. Ensuite, j'ai travaillé voilà, j'ai terminé en tant que chef de projet en innovation dans l'automobile. Ok, très très bien. Donc, rien à voir. Rien à voir. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a guidé vers le livre, du coup? Eh ben, c'est parce que j'aimais les livres, hein. Principalement ça, c'était vraiment J'ai toujours acheté des livres adolescents pour leur contenu au début. Ensuite, je cherchais des livres qui n'étaient pas réédités, hein, qui n'existaient pas. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter des librairies de livres anciens ou des bouquinistes pour trouver des ouvrages qu'on ne pouvait pas trouver, hein. Et je suis rentré dans ce monde-là comme ça en tant que client, et ensuite en achetant des livres qui me semblaient moins importants par rapport à mathématiques. Donc, je cherchais surtout des ouvrages d'alchimie et de chimie, étonnamment par rapport à ma formation, sur lesquels les ouvrages dits importants, hein, n'étaient pas réédités, hein. Et donc je suis rentré dans le monde du livre ancien comme ça. Parce que ça, c'est un vrai sujet, parce qu'on on est attaché aux objets, on est attaché à l'objet livre, parce qu'on était capable. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai testé pendant 1 an, de savoir si j'étais capable de vendre des livres auxquels je tenais, parce que je savais que si j'étais pas capable de vendre des livres auxquels je tenais, j'aurais été un très mauvais libraire pour mes clients. Parce que si on garde tous les livres qu'on juge intéressants, évidemment, il ne reste que les livres qu'on juge inintéressants. Oui. Et donc oui, parce que, et alors évidemment, pourquoi aussi, c'est parce que le fait de faire de cette activité son métier permet d'avoir, même si c'est pour un moment court, des livres qu'on n'aurait pas pu avoir sinon. Euh, et donc j'ai eu des livres extraordinaires que j'aurais jamais eu les moyens de m'acheter si jamais si jamais ça n'avait pas été mon activité. Bah, j'imagine simplement parce qu'il n'y a pas assez de lecteurs pour justifier d'une réédition, hein. Du coup, ce serait pas rentable, donc Ouais. on va avoir des savoirs. Mais c'est très dommage parce que du coup, il va y avoir des savoirs qui vont être gaspillés, plus ou moins.
Par manque de clientèle. Bah oui et non, parce que les livres ont déjà été édités, ils existent, ils ont été stockés, on peut supposer, dans des bibliothèques, mais effectivement, dans le métier de libraire en livres anciens, il y a aussi cette notion de sauver un petit peu des ouvrages. C'est-à-dire qu'il y a des ouvrages, alors évidemment, des ouvrages qui sont très courants, qu'on connaît tous, mais je pense que tous dans ce métier-là, quand on voit passer un livre qu'on n'a jamais vu, on va le garder, on va y porter une attention particulière. Euh, on va le vendre, soit par nous-mêmes, soit en passant par, comment dire, soit via un confrère qui va être plus pertinent pour ce type d'ouvrage. Euh, mais on va essayer de le sauvegarder. Et il va être acheté par des clients qui vont être eux aussi intéressés par ces livres-là et qui peut-être vont permettre de conserver un savoir et ou des livres qui auraient été oubliés sinon. Mais quand même pas tant que ça, c'est quand même assez rare. Il faut comprendre qu'un livre, c'est quand même un multiple. C'est quand ça a été imprimé à plusieurs exemplaires avec un objectif de diffusion, au moins de l'éditeur, du libraire, de l'imprimeur, qui à l'époque a fait le choix d'investir quand même dans la diffusion de cet ouvrage-là. Pour le coup, je ne sais pas, l'édition originale du Discours de la méthode, par exemple, hein, c'est un ouvrage extrêmement important pour le coup, pour l'histoire des idées, je pense donc je suis, pour vous, ça va être intéressant. Pour moi, c'est aussi très important en termes scientifiques, euh, parce qu'il il expose sa méthode au travers de la géométrie, et c'est une démarche qui est extrêmement intéressante. Donc ça, c'est un ouvrage qui est vraiment intéressant. J'ai eu des premières éditions des Principia de Newton qui sont extrêmement importants pour l'histoire des sciences. Ensuite, en littérature, l'occasion d'avoir les plus beaux ouvrages illustrés au XVIIIe siècle sur les fables de La Fontaine, par exemple, où j'ai eu quelques exemplaires. Alors, c'est moins rare, paradoxalement, c'est pas si rare que ça, mais par contre, j'ai des exemplaires qui ont été extrêmement bien reliés, qui ont été extrêmement bien conservés. Donc, c'est des ouvrages qui, à la fin, ont été extrêmement précieux. Comme je vous ai dit, le livre, par nature, n'est pas unique et le collectionneur va rechercher l'unicité là où elle n'y est pas. Contrairement, je sais pas moi, sur les manuscrits, sur les tableaux, où là, il y a de l'unicité par nature même. Et l'unicité, elle arrive d'une manière ou d'une autre. Alors déjà, par l'état de conservation, c'est extrêmement important. Vous avez deux exemplaires du même ouvrage, un qui est, ben, ça pourrait marcher à une voiture, hein, mais un qui est à la casse et puis un autre qui sort de la concession, ben, ça n'a pas la même valeur, ça n'a pas le même intérêt. Donc évidemment, le collectionneur va chercher celui qui a le meilleur état de conservation. Et vous allez avoir aussi des questions de provenance, de reliure. À l'époque, il y avait des reliures luxueuses qui pouvaient se faire, mais elles vont être encore recherchées aujourd'hui. Et évidemment, les reliures luxueuses, ben, vous allez les avoir sur un exemplaire, sur 10, sur 20, sur 100, et c'est ça que les collectionneurs vont rechercher aujourd'hui. Mais vous pouvez avoir aussi des choses qui, tout bêtement, par exemple, si vous prenez un ouvrage, un incunable, très souvent, ils n'ont pas eu leur première reliure n'a pas été conservée, hein. Et donc, pour le coup, si elle a été conservée, ça va apporter un intérêt supplémentaire par rapport au même ouvrage qui aura une reliure moderne, par exemple. Alors on peut en parler effectivement. Euh, Dans la bibliophilie, il y a évidemment l'intérêt sur un contenu, hein, mais c'est aussi un objet. Effectivement, l'objet, c'est quelque chose qu'on va toucher, hein, la reliure, c'est ce qu'on va voir, hein, mais vous n'avez pas l'odeur. Alors tout le monde n'y est pas sensible, mais effectivement, vous avez l'odeur, l'odeur du papier qui est particulière, et quelque part, cet objet s'empare de vous en fait au moment où vous le touchez. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. C'était ce qui fait, là on peut en parler aussi un petit peu avant, mais par rapport à la vente en ligne, parfois un objet, quand vous le touchez, représente pas la même chose que quand vous le touchez pas. Moi, j'ai eu deux, trois ouvrages vraiment comme ça. J'avais un grimoire de sorcellerie, par exemple, qui n'était pas en très bon état pour le coup, qui n'était pas bien conservé. C'était pas le collectionneur. Le premier, le scripteur, celui qui avait fait le manuscrit, hein, l'avait caché en fait dans une reliure qui faisait partie d'une série. Donc c'était un livre, c'était sur une série de livres qui n'avaient que peu d'intérêt, j'imagine, pour lui. Mais dedans, sur chaque page, il avait collé une page de papier vierge sur laquelle il avait écrit le texte. Et donc, en fait, sur chaque page, il avait collé, il faut imaginer le travail que c'était. Mais ensuite, quand c'était rangé dans les rayonnages, on ne pouvait pas voir que c'était un grimoire de sorcellerie, c'était juste le tome 5 par rapport aux autres tomes. Et ben, ce livre-là,
quand on l'avait en main, on ressentait quelque part la présence du livre était extrêmement présente. Je l'avais aussi sur un cours de marine avec une reliure qui était artisanale, qui avait été faite, enfin, qui est une reliure qui ressemble à aucune reliure qu'on pouvait avoir à l'époque, enfin, qui avait été bricolée. Mais en fait, je sais pas, ce manuscrit, il sentait la mer. On était déjà, voilà, on était sur le bateau quand on avait ce manuscrit-là. Et ça se voyait vraiment, enfin, ça ne se voyait pas, ça se ressentait. Il fallait avoir l'objet en main. Ouais. Ah, c'est incroyable ça. Mm. J'aurais bien aimé les voir. Et bah, pour le coup, ils sont vendus, mais typiquement, le deuxième, j'étais passé par hasard dans une salle de vente qui était à côté de chez moi et j'avais vu qu'ils avaient ce manuscrit à vendre. Mais c'était un truc un peu paumé, personne n'a vu. Et quand j'ai vu l'objet, je me suis dit, c'est sûr, il sera pour moi parce que les gens qui ne l'ont pas vu ne sauront pas l'importance et la présence de ce manuscrit-là et donc ne seront jamais prêts à mettre autant que ce que moi je serais prêt à mettre pour ce manuscrit. Ah ça, je vous le dirai pas. Ah bon, c'est secret. Vous le verrez pas. Bah, de toute façon, il n'existe plus. D'accord. Il n'existe plus. Hein. Il est vendu. Hein. Et certains livres, vous les verrez jamais passer. Hein. Et effectivement, j'ai beaucoup de clients qui ne verront jamais passer certains livres. C'est un livre comment dire, dont j'ai fait l'acquisition, qui est important, sur lequel j'ai fait beaucoup de recherches. Et à la fin qui a été vendu à un collectionneur qui ne souhaite pas euh, communiquer sur le contenu de sa collection. Donc le livre vraiment le plus précieux, non, ça vous le saurez pas. Je vous ai déjà cité quelques livres qui étaient intéressants, au même titre, c'est des questions qu'on va me poser souvent, peut-être que vous l'avez, quels sont les livres les plus chers que vous avez. Je peux vous répondre, le livre le plus cher qui est aujourd'hui sur mon site internet, oui, parce que ça c'est public, mais il va y avoir, si par exemple quand je sors un catalogue une fois de temps en temps, à chaque fois que je vais sortir un catalogue papier, hein, il ne sera diffusé qu'en papier et dedans, il va y avoir des ouvrages que personne n'aura vu avant, sauf ceux qui reçoivent le catalogue. Et j'y tiens. Alors déjà, j'y tiens parce que c'est à la fois pour forcer mes clients à lire mon catalogue. Hein, ils auront des surprises dedans et il faut que ce soit et que ça reste des surprises. Et aussi, je vais avoir certains clients qui seront très contents d'avoir pu acheter des ouvrages que personne d'autre n'aura vu passer, à part mes autres clients évidemment, mais ce qui reste assez limité. Hein. Il va y avoir quelques clients effectivement que je connais bien qui ont des collections que je comprends bien, on va dire ça comme ça, et sur lesquels je sais que certains livres vont être faits pour eux. Hein. C'est pas pour ça qu'ils vont être forcément privilégiés, hein, au sens où très souvent, ils vont recevoir le catalogue en même temps que mes autres clients, mais parfois je sais que dans un catalogue, je vais mettre deux, trois ouvrages extrêmement pointus et généralement je sais quel client va me les acheter et souvent je me trompe pas. Donc vous avez des habitués aussi. Oui, alors oui, il y a beaucoup d'habitués. Ma clientèle, c'est principalement des collectionneurs, des institutions hein, qui sont des acheteurs, des gros acheteurs, des acheteurs réguliers. Hein, et on n'est pas si nombreux que ça à vendre des livres anciens. Et dans mes thématiques, on est encore moins nombreux. Donc les clients reviennent souvent. Ensuite, encore faut-il avoir des ouvrages qui les intéressent. J'ai commencé à communiquer autour de mon site internet et l'un de mes premiers clients, on va dire, de gens qui ne me connaissaient pas, qui ont pu faire des achats, on va dire, plus ou moins amicaux quand j'ai lancé ma librairie, mais l'une des premières ventes correctes que j'ai pu faire sur mon site internet et directement sur mon site internet, donc c'était quelques centaines d'euros pour vous donner un ordre de grandeur, m'a été fait par un professeur américain, mais bon, c'était un livre bien, mais c'était pas non plus un livre extraordinaire, donc et il m'achète pas de livres pendant plusieurs années. Et je ne sais pas pourquoi. À un moment, je feuillette une bibliographie hein, et dans lequel il présente une exposition qui avait été faite, je sais pas moi, dans les années 80, donc ça commence à dater. Hein. Et dans ce catalogue d'exposition, à la fin du catalogue, hein, il y a la liste des gens qui ont prêté les livres. Et donc je dis, mais ce nom-là me dit quelque chose.
Et en fait, ce quelque chose, c'est ce nom-là, c'était le nom de ce client dont je me souvenais parce que c'était un de mes premiers clients. Mais en fait, le livre qu'il exposait, hein, c'était une édition originale d'un Vézal qui avait été aquarellé à l'époque, donc était mis en couleur. C'est un ouvrage qui vaut plusieurs centaines de milliers d'euros. Et donc, hein, et donc, ce que j'ai compris tout de suite, c'est qu'au final, bah, ce client-là collectionnait donc depuis des dizaines et des dizaines d'années hein, des ouvrages et avec des moyens qui étaient extrêmement importants. Hein. Ça reste toujours un client, mais il m'a jamais acheté d'ouvrages vraiment importants parce qu'en fait, les ouvrages importants, il les a depuis 30, 40 ans, 50 ans. Et je sais, par exemple, typiquement, lui, un jour est venu sur un sens, c'est l'un des rares clients il se déplace un peu moins maintenant, mais qui se déplaçait pour les foires internationales qui venait à Paris. Donc, il venait des États-Unis jusqu'à Paris pour aller se voir. Donc, on a pu discuter un peu. Donc, c'est toujours sympathique. Et j'avais un ouvrage qu'il n'avait pas, qui est un ouvrage. Et il m'a dit, ah oui, mais en fait, je cherche un tirage sur lequel il y a un portrait qui est imprimé. Et il y a des éditions enfin, il y a des tirages où il y a le portrait imprimé au verso de la page de titre et il y en a où ce n'est pas imprimé. Et donc, voilà, donc je sais qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas. Si un jour je l'ai, vous me parlez de clients privilégiés, il est évident hein, que je ne connaissais même pas l'existence de ce tirage-là. Il est évident que si un jour je le vois passer, ben maintenant je le connais, donc je le trouverai, je l'achèterai et je lui proposerai évidemment en priorité. C'est parce que c'est lui qui m'a fait découvrir ce tirage-là. D'accord, incroyable. Je sors mon chéquier ou je fais un virement bancaire. Non, Non, mais c'est une question qu'on me pose souvent. Hein. Mais en fait, j'achète les livres. Hein. Non, mais croyez pas que ce soit aussi, comment dire, ma réponse, elle n'est pas neutre. Là, pour le coup, j'ai une réponse qui est vraiment importante. Les livres, je ne les trouve pas, entre guillemets. D'abord, je les achète. Hein. Et le marché du livre, il est tiré par ça. C'est souvent les gens, à un moment, me demandent, tiens, est-ce que vous faites les brocantes? Je dis, non, enfin, plus maintenant, si, quand il y a une brocante chez moi, je regarde toujours, mais c'est pas comme ça que ça marche. Mon objectif, c'est pas de trouver un ouvrage à 3 euros dans une brocante pour le revendre 100 fois plus cher. Ça arriverait peut-être un week-end par an, mais ça, c'est pas un métier. Je peux pas passer 52 week-ends à faire que ça pour trouver un livre de temps en temps qui aura été très mal évalué par un vendeur. C'est pas ça mon métier. Mon métier, c'est d'abord acheter les livres. Et comme je les achète pour de vrai, avec un vrai prix, hein, et ben tout simplement, les gens me les proposent parce que je les achète vraiment hein, à partir du moment où ils ont un intérêt. Donc simplement, faut-il qu'encore qu'il y ait des gens pour un les ouvrages. Donc là, les circuits ils sont assez simples. Je vais chercher sur le marché international, dans le monde entier. Alors sur les ouvrages qui sont dans mes spécialités, histoire des sciences et des idées, clairement je vais rechercher partout. Donc là je vais recevoir des catalogues de confrères, donc je vais chercher dans les confrères si il y a un ouvrage dans lequel je vais être plus pertinent qu'eux, parce que je vais avoir la clientèle pour ces ouvrages-là et je vais leur acheter. Il y a parfois des ventes aux enchères spécialisées de livres dans lesquels je vais aussi regarder s'il y a des ouvrages qui vont m'intéresser. Et j'ai régulièrement des particuliers comment dire, qui ont des bibliothèques à vendre et sur lesquelles je vais les acheter à partir du moment où je considère qu'il y a des ouvrages qui m'intéressent. Eh ben allez-y, bah, par exemple, donc là, vous êtes venu un peu cette semaine pas à l'improviste parce que vous m'avez contacté à l'avant. Je lui ai dit c'était une semaine, attention, il risque d'y avoir des cartons, hein, parce qu'il se trouve que j'ai acheté une bibliothèque je sais pas, peut-être 3000 livres de sciences. Je les ai achetés donc parce que la personne avait besoin bah, à la fois suite à un décès, a besoin de vendre l'appartement dans lequel il y avait tous ces ouvrages-là. Donc ils m'ont contacté parce que je fais partie des gros acheteurs de livres du marché, ça c'est une certitude. J'ai aussi une bonne présence sur Internet, ce qui fait que les gens, quand ils cherchent à vendre des livres, me trouvent assez facilement. Et donc là, le processus, vous parlez du processus d'achat, ce que je fais quasiment tout le temps. Donc soit les gens viennent en boutique avec leurs livres. Donc ça marche bien quand ils ont des livres précieux, ils en amènent, ils en ont un, deux ou trois, donc ils peuvent venir avec. Par contre, dès que les bibliothèques sont un petit peu intéressantes, et ce qui est souvent le cas, et ce qui est parfois le cas quand les gens ne savent pas vraiment ce qui peut avoir de la valeur chez eux, parce que ce n'est pas eux qui ont acheté les livres, mais ça va être quelqu'un de leur famille, leurs parents, leurs frères, enfin bon, quelqu'un de leur famille qui a acheté les livres. Parfois, ils n'en connaissent pas la valeur. Et dans ce cas, je fonctionne souvent par photo. Donc là, soit avant de me déplacer lorsque c'est proche, soit avant de savoir comment procéder. Et là, sur les photos, j'ai repéré que c'était des ouvrages qui rentraient dans mes thématiques, que la bibliothèque était importante. Donc je me suis déplacé pour expertiser la bibliothèque. Honnêtement, sur les 2 3 000 livres, je l'ai acheté parce qu'il y avait
un livre qui m'intéressait vraiment et qui m'intéressait parce qu'il faisait suite, enfin, je vous les montrerai tout à l'heure, et il y avait allez, on va dire une dizaine de livres que je pourrais sortir à un salon un peu important, mettons 30 ou 40 livres que je pourrais mettre sur un catalogue papier intéressant, mettons 150, 200 livres que je mettrais sur mon site internet, et tout le reste que je vais soit donner à des confrères bouquinistes parce que s'ils sont absolument pas dans mes domaines de spécialité, soit donné à des, comment dire, à des particuliers, mais là, normalement, vu la quantité, ce sera certainement un professionnel que je les donnerai. Mais ça fait aussi partie de mon travail, c'est-à-dire qu'en gros, être capable de détecter dans une bibliothèque comme ça euh, les livres qui vont être importants. Donc, c'est tout le travail de tri. Ben là, par exemple, ça va me prendre une semaine pour faire ce premier tri que j'ai commencé à faire avec. Et ce que je sais toujours aussi dans ce genre d'achat, c'est énormément de travail, mais il va y avoir les choses que je connais et normalement, avec un peu de chance, j'aurai une ou deux bonnes surprises et avec normalement aussi quelques mauvaises surprises qui vont arriver. Par exemple, un ouvrage qui sera incomplet que je n'aurais pas pu vérifier. Évidemment, on ne peut pas vérifier les 1000 livres au moment où on les achète. Mais par contre, ça permettra à mes clients qui vont, eux, rechercher a priori les ouvrages les plus importants, eux aussi, et ben, de tomber sur ces livres-là qui sinon, sinon, qu'ils n'auraient sinon pas pu voir. Alors, Légèrement, comme il reste là. oui, non, je comprends. Non, enfin, je ne lis pas dans l'avenir. C'est-à-dire, quelque part, il- c'est une vraie question hein, que les gens se posent. Est-ce que mes ouvrages vont prendre de la valeur ou pas? Alors, il y en a certains, je peux vous garantir que non. Si, par exemple, si vous avez, alors je ne vais pas sortir d'exemple, ça va fâcher ça fâche toujours les gens. Mais quand vous avez des ouvrages qui ont été tirés à énormément d'exemplaires, ils ne seront jamais rares. En plus, les gens ne jettent pas leurs livres, donc ils ne seront jamais rares, donc ça ne prendra pas de la valeur. Et ensuite, moi, quand j'ai mon ouvrage, quand il est en vente chez moi, ben, il a le prix qu'il a et je vais pas, enfin, Oui, mais ça n'est pas augmenté je vais le pas, prix. je vais pas l'augmenter. Alors, je dis pas que ça n'est pas arrivé. Ceci dit, D'accord. tiens, pour la petite histoire, des fois, je me suis dit, tiens, sur des livres que j'avais depuis longtemps, des fois, je m'étais dit, tiens, je vais quand même regarder, est-ce que je m'étais trompé sur le prix et j'avais fait ça il y a quelques années. Et au final, il y a des ouvrages, je m'attendais que j'avais écrit qu'il était rare, mais ça fait plus de 5 ans que j'ai, mais j'ai jamais vu repasser. Il est vraiment, vraiment rare. Et du coup, j'ai augmenté le prix. Et pour la D'accord. petite histoire, il s'est vendu pas longtemps après que j'ai augmenté le prix, hein, ce qui à une institution. C'est assez étonnant. Paradoxalement, pour des ouvrages vraiment rares, parfois, c'est le fait de le mettre pas cher, c'est pas ça qui va faire qu'il se vend. Au contraire. Comme je suis très présent sur Internet, je suis à la fois obligé, c'est ce qui marche, c'est d'avoir un bon rapport qualité-prix. C'est quelque part, le prix peut être très élevé, Oui, mais il doit toujours être justifié, hein, soit par la rareté, soit par la qualité. Hein. En tout totalement. cas, j'ai une notion de rapport qualité-prix. Mais comme je vous l'ai dit, typiquement, l'exemple que je vous ai pris, c'est vraiment, je l'ai adapté. C'est-à-dire qu'en gros, vous me posiez la question, est-ce que l'ouvrage peut prendre en valeur? Ben, en l'occurrence, dans ma tête, il en a pris. J'ai des ouvrages dont je sais, enfin, aujourd'hui, hein, en termes d'anecdotes aussi, quand j'ai débuté, il y avait des ouvrages des ouvrages que j'achetais, que je connaissais, qui n'étaient pas si rares que ça, des ouvrages imprimés au 19e siècle, enfin bon, peu importe, et je vais chez un antiquaire en vacances, et il a un de ces ouvrages-là, il le propose à la vente à 300 euros, et je dis, ah, c'est le bon prix, c'est le prix auquel ça se vend, enfin, mais bon, du coup, pour moi, je pouvais pas l'acheter pour le revendre après, ça serait pas été intéressant. Et en fait, ces livres, il a arrêté de faire des livres, ça n'intéressait plus, et je repasse un an après, il avait complètement arrêté de faire les livres, et puis il y avait toujours ce livre-là qui est toujours pas vendu, et il avait sensiblement baissé le prix, parce qu'il voulait plus vendre, il voulait plus voir des livres, et du coup, je l'ai acheté. Hein. Il se trouve que c'est un livre que j'ai donné à un ami, hein, et, euh, et en quelques années, en une dizaine d'années, le prix de ces ouvrages-là a explosé. Hein. Mais il a explosé à un point où ça vaut plus 300 euros, ça vaut peut-être 3000 euros. Hein. Donc ces ouvrages-là ont vu leur prix augmenter. Donc ce qui est amusant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, les 300 euros que m'ont proposé l'antiquaire alors c'était il y a 20 ans de ça, l'histoire que je raconte. Évidemment, aujourd'hui, je me les achète tous les jours. Tous les jours, je les achète, je réfléchis même pas. Alors que là, je ne l'avais pas acheté, je l'ai acheté un an après et pour moins cher. Donc certains ouvrages vont prendre de la valeur, mais il y en a d'autres qui vont aussi en perdre. Hein.
Et ça, c'est difficile à savoir. Le conseil que je pourrais donner à tout collectionneur, c'est de ne pas penser à ça quand il achète. Enfin, il peut penser à bien acheter au moment où il achète, mais c'est d'abord d'être guidé par ses goûts, hein. Son goût, lui, n'évoluera pas. S'il aime ce qu'il a acheté, il va continuer à l'aimer, il va continuer à le savourer, hein. Je me suis beaucoup intéressé à la question des prix. Alors c'est dommage que là, pour le coup, je pense que je serais incapable de le retrouver, mais je me rappelle sur les ouvrages de sciences occultes qui sont assez rares en fait. Il y en a certains dans l'alchimie qui sont assez rares. Ça passe, enfin, il n'y en a pas tant que ça des ouvrages et il n'y en a pas tant que ça qui passent sur le marché. Et donc et à un moment, je collectionnais. Et j'ai beaucoup de catalogues de libraires qui étaient spécialisés dans ces domaines-là au 19e siècle, au début du 20e siècle. Et j'étais tombé sur un catalogue d'un libraire qui avait beaucoup d'ouvrages que j'avais déjà eu. Et ce qui était assez amusant, c'est que je m'apercevais que si je faisais un ratio, à l'époque c'était des francs, enfin ça n'avait rien à voir avec les euros d'origine, enfin globalement je multipliais son prix en francs, je le multipliais par 20 et je mettais mon prix en euros. Et globalement, ça tombait pour tous les ouvrages, il était d'accord avec moi. C'est-à-dire qu'on mettait, ça tombait sur mes prix. Voilà, globalement ça tombait sur mes prix. Sauf un livre qu'il avait, qui était son livre qui était considéré comme le plus précieux à l'époque, peut-être celui sur lequel les gens auraient dû, s'ils avaient dit tiens je vais investir, ils auraient investi sur celui-là. À celui-là, il le mettait à 100 000 francs à l'époque, et je peux vous garantir que c'est près donc du 2 millions d'euros si je respecte mon critère. C'est énorme. Et ben, aujourd'hui, jamais je l'aurais mis à 2 millions d'euros. Le seul sur lequel j'aurais dit non, j'aurais peut-être mis à 100 000 euros. Donc, vous voyez, quelque part, je fais un facteur 1. Et ben, c'était peut-être le livre qui, pour lui, à l'époque, était considéré comme le livre investissement. Et donc, si on achète pour investir, je pense qu'on fait une erreur, hein. Ensuite, comme les livres valent beaucoup d'argent, hein, parfois, hein, pas tous, hein. Moi, chez moi, vous trouverez des livres à 20 euros, vous en trouverez à 20 000, vous en trouverez même plus cher si vous avez de la chance. La notion de l'argent qu'on va mettre dans un livre est une question que les gens se posent. Regardez, comparez, hein, si vous voulez, hein. Mais à un moment, n'achetez pas pour investir. Enfin, quelque part, achetez d'abord parce que l'objet vous plaît, parce que le livre vous plaît, hein. De toute façon, je pense que la plupart des collectionneurs, ce sont forcément des passionnés, que ce soit dans un domaine ou dans l'objet en lui-même du Alors, livre. beaucoup plus que dans d'autres domaines. Oui, je On pense. n'est pas dans le domaine de l'art moderne où il peut y avoir des effets de mode qui fait qu'un artiste va avoir la cote pendant 2 ans, puis il va y avoir la cote qui va baisser. Il y a quand même beaucoup plus de stabilité dans le monde du livre ancien. Les tendances sont des tendances longues, et les critères qui valaient il y a longtemps restent vrais aujourd'hui. C'est-à-dire que même si le prix a baissé, enfin, un ouvrage très souvent quand même, un ouvrage qui était très bien relié, qui était magnifique, qui était quand même assez rare, même si on s'aperçoit qu'aujourd'hui la rareté n'est pas la même que celle qu'on croyait grâce à Internet. On a plus d'informations et l'ouvrage reste quand même aussi beau. Il continue à avoir une valeur, il continue à intéresser les gens. Alors peut-être pas celle qu'il avait il y a 40 ans et peut-être qu'il y a d'autres ouvrages qui, il y a 40 ans, étaient un peu oubliés et négligés. Aujourd'hui, le sont beaucoup moins. Mais on a quand même on a quand même une plus grosse stabilité que dans d'autres domaines du marché de l'art. D'accord. Ah, c'est très intéressant à savoir. Mais oui, je pense que c'est un domaine de passionnés, vraiment. Oui, et ensuite les livres, enfin, il y a quelque chose qui a changé. Les livres se montrent beaucoup moins qu'avant. Donc pour le coup, quand je dis acheter des choses qui vous intéressent, ça reste quand même très vrai. Mm. Mine de rien, ça reste très vrai. C'est-à-dire que les clients, quand même, ils achètent d'abord des choses parce qu'ils aiment. C'est pas pour les montrer, parce que généralement, montrer un livre, bah, c'est tout bête, mais il faut l'ouvrir, et puis les gens s'intéressent d'abord souvent au contenu, ben, ça parle à eux, mais peut-être pas forcément à ceux qu'il peut y avoir à côté. Donc oui, nos clients suivent quand même à peu près ce précepte. Ah bah oui, ça peut être un sujet vraiment intéressant. On a parlé là juste pendant que tu as coupé la caméra sur cet ouvrage, le traité de la vérité là, de saint Thomas d'Aquin. Et on disait que ça avait le coup de creuser la question, que tu avais peut-être une audience qui allait être intéressée par ce sujet-là. Une collection, ça commence aussi souvent comme ça. On va avoir un ouvrage. Vous voyez, moi, ça, je l'ai acheté, j'ai acheté une bibliothèque, et il y avait cet ouvrage-là dedans. Moi, je l'ai découvert à cette occasion-là. Et l'ouvrage était joli, il m'a plu, je l'ai acheté, hein. Euh, Derrière, une collection, ça peut commencer comme ça. Puis tout d'un coup, on va chercher à avoir tous les ouvrages écrits par Thomas d'Aquin, par exemple. Ou là, c'est un ouvrage qui traite de la vérité. Vous avez peut-être d'autres ouvrages qui vont traiter de ces mêmes thématiques et vous allez vous intéresser à cette thématique. Et alors moi, j'ai vraiment commencé comme ça. C'est en lisant un ouvrage où un auteur va vous parler d'autres auteurs qu'il a lus.
et le premier auteur vous a plu, mais du coup, vous allez vous dire, vous connaissez pas forcément ceux qui l'ont inspiré, mais du coup, vous allez avoir envie de découvrir les ouvrages qui ont inspiré l'auteur que vous avez apprécié. Et l'envie enfin, l'intérêt peut commencer comme ça par un simple livre, hein, le hasard, vous voyez, ça se trouve. Peut-être que quelqu'un chez vous va commencer par découvrir ce traité de la vérité de Daquin, ça va l'inspirer, qui va se dire, ah tiens, je ne connaissais pas, je vais m'y intéresser. Peut-être que tout d'un coup, il va trouver un intérêt particulier, que ça peut être le début d'une collection, pas forcément d'ailleurs en livre ancien, mais de début d'un intérêt déjà sur un sujet, puis ensuite le début d'une collection. Peut-être que quelqu'un d'autre, au contraire, va se dire, tiens, évidemment, je connaissais le traité de la vérité, mais je ne l'avais jamais vu dans une édition ancienne. Vraiment, ces reliures du XVIe siècle. Et là, c'est vraiment même du style du XVe siècle. Elles sont vraiment passionnantes. Je veux collectionner des ouvrages qui ont ce type de reliure. Cet objet me parle. Et d'autres vont se dire, tiens, cette qualité d'impression, c'est incunable, c'est assez extraordinaire. Donc ça, c'est en combien que ça a été fait ce livre? 1508. 1508? 1508. À l'époque, il n'y avait pas vraiment de page de titre comme vous pouvez trouver aujourd'hui avec l'impression indiquée, l'auteur. Ça commençait directement par le texte. Vous pouvez avoir ici quelques lettrines qu'on pouvait voir avant sur les manuscrits enluminés. Je vous en montrerai un. Au Moyen-Âge, les manuscrits étant enluminés, on mettait des lettrines. Et ensuite, au début de l'impression, on a repris. On a essayé de copier les manuscrits. On retrouve les mêmes caractéristiques, aussi bien en typographie, au niveau des illustrations. Vous pouvez constater, alors c'est une question qu'on va me poser souvent, on ne manipule pas les livres avec des gants, on les manipule avec les doigts. Évidemment propres, les mains propres. Mais pourquoi on n'utilise pas les gants? C'est parce qu'avec les gants, on n'a pas les mêmes sensations de préhension. On risquerait de déchirer le papier. Hein. Alors qu'en fait, avec les doigts, on a un très bon toucher. Ça ne pose aucun problème. Notez que cet ouvrage a donc plus de 500 ans. Hein. Vous voyez la qualité du papier. Hein. Ça n'a pas bougé. J'essaie de... Voilà. Et ça, par exemple, c'est les sensations. On peut avoir que le livre en main, le papier est encore comme neuf, hein. Crisp, comme diraient les anglo-saxons. Hein. Voilà, donc ça, c'est un ouvrage magnifique en tant qu'objet. Et en fait, la seule chose qui peut dégrader le papier, on voit un petit peu ici, là ça ne va pas dégrader, mais on voit une petite salissure, c'est une mouillure. Mais en fait, si jamais il n'y a pas eu, s'il va y avoir une goutte d'eau qui a dû tomber dessus il y a quelques siècles, bon, maintenant c'est complètement sec, mais ça a laissé une trace. Et sinon, l'ouvrage, le papier se conserve extrêmement bien. Voilà. Et là, en fait, les informations se trouvent de l'impression, ce qui est aujourd'hui dans les pages de titres se trouve à l'époque, ce qu'on appelle le colophon. C'est là que vous allez trouver les mentions de l'imprimeur et les dates d'impression qui vont se retrouver tout à la fin sur les incunables. Et donc là, ce qu'on appelle un poste, donc les incunables sont les ouvrages qui ont été imprimés au XVe siècle. Donc là, on est 1508, on est un tout petit peu après, mais ils n'ont pas changé. Vous êtes sur un ouvrage qui a été imprimé exactement selon les mêmes critères que ce qu'on a sur les incunables. C'est pour ça qu'on les appelle post-incunables. Et vous allez avoir la date d'impression qui va être au colophon tout à la fin. Incroyable, merci beaucoup. Et si vous voulez, je peux vous montrer l'ouvrage que j'ai acheté, pour lequel j'ai acheté 3000 livres qui ne m'intéressent pas. Ah oui, avec grand plaisir. Allez, je vais vous montrer. Donc du coup, le livre pour lequel j'ai acheté ces bibliothèques est un ouvrage de Chevreul, une mémoire sur la vision des couleurs matérielles et des mouvements en rotation, qui est en fait le dernier ouvrage imprimé par Chevreul sur la couleur. Un ouvrage qui est magnifiquement illustré, qui est extrêmement rare, qui n'est pas son ouvrage le plus important. Excusez-moi, je vais essayer de le mettre... qui n'est pas son ouvrage le plus important sur les couleurs, mais il se trouve que je possède ces deux autres ouvrages et que je voulais absolument le compléter avec ce troisième ouvrage, et qui est vraiment rare, parce qu'il y a deux planches. Voilà. Donc ça, c'est son premier ouvrage, le contraste simultané des couleurs, imprimé en 1839. C'est un ouvrage fondamental de Chevreul, sur lequel il montre scientifiquement la perception différentes des couleurs qu'on peut avoir sur la luminosité, selon qu'on les superpose ou pas, des choses qui étaient plus ou moins connues des artistes et utilisées par les artistes, mais qui a été scientifiquement expliquées. Hein. C'est un ouvrage qui est à la fois important, hein, et qui est magnifique. Donc, il y a quelques planches, donc évidemment, comme ça traite des couleurs, et illustré, un petit papier d'un ancien propriétaire
Oh. Quand on parle des couleurs, c'est comme les livres sont fermés, hein, les couleurs sont souvent très bien préservées, hein. Et on va le retrouver par exemple sur des livres d'heures du Moyen Âge, hein, ou si vous voulez avoir les couleurs originales qui n'ont pas été abîmées par la pollution atmosphérique, par la lumière, hein, et ben en fait les livres d'heures sont des très bons exemples et vous allez retrouver des couleurs magnifiques. Je vous en sortirai, je vous en sortirai un tout à l'heure. C'est vraiment l'ouvrage le plus important de Chevreul. Et j'ai aussi son deuxième ouvrage, qui est peut-être le plus joli et certainement plus rare que le plus important, étonnamment, qui est aussi un traité de Chevreul des couleurs. Hop, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, ça c'est un Exelis vierge. Qui traite aussi des couleurs et des applications aux arts industriels, qui était imprimé plus tard, et sur lequel vous allez avoir les cercles chromatiques qui sont assez connus de Chevreul. Ah oui. Vous voyez? Et donc là, vous avez des ouvrages à la fois importants, normalement, qui parlent à tout le monde, qui vont intéresser aussi, évidemment, les amateurs d'histoire des sciences, mais aussi ceux qui s'intéressent à l'art, qui sont des ouvrages qui sont jolis, hein. Voilà, enfin bon, tout ça pour dire un peu la folie du libraire qui consiste à acheter plusieurs milliers de livres juste pour avoir le troisième ouvrage. Et en fait, c'est une folie qui est complètement vaine pour le libraire. Enfin, si, ce qui est intéressant, c'est que je pourrais proposer à mes clients ces ouvrages-là, mais en fait, en ce qui me concerne, ces ouvrages-là seront vendus, hein. Mais on imagine qu'il y a un collectionneur qui aura la même folie et qui voudra lui aussi avoir tous les ouvrages de Chevreul qui traitent de la couleur, et pas seulement, a priori, le plus important qui est le premier, mais aussi les autres. Donc cet achat vous permet d'avoir les trois. Exactement, hein. C'est Incroyable. toujours cette volonté de compléter des collections qui ne sont pas complétables, mais c'est pas grave. Je sais pas si ça existe en français, complétable. Ce que je vais vous montrer, c'est un carnet, c'est un album de dessin, hein. Alors, vous pouvez écrire, vous avez la description ici, hein. C'est provenant d'Alfred Robot, hein, genre de Constant Luthier. Donc Constant Luthier est un artiste nordiste, hein, de Douai, et il se trouve que Alfred Robot a écrit un catalogue raisonné sur Delacroix et sur Corot, hein. Donc ça, par exemple, bah, évidemment, c'est unique parce que c'est un carnet de dessin, et c'est donc d'artistes qui sont pas très recherchés, pas très cotés aujourd'hui, hein. Alors, est-ce que vous pourrez le voir ou pas? Non, on ne pourra pas vraiment le voir. Elle est faite en veau, donc c'est de la peau de bête, hein, c'est du veau, hein, qui a été teinté brun comme ça se faisait à l'époque. Les cuirs à l'époque utilisés sont soit du veau, soit du mouton, hein, et le mouton, on va appeler ça de la basane. Ne me demandez pas pourquoi. Et du veau, on va appeler ça du veau. Et par contre, si ça avait été de la chèvre, on aurait appelé ça du marocain. Parce D'accord. que souvent les chèvres étaient élevées au Maroc à l'époque, même si ça ne s'écrit pas de la même façon, hein. La reliure usuelle, c'était vraiment le veau qui était utilisé habituellement. Et en fait, on peut le distinguer parce qu'il y a des différences de grains entre les cuirs. Le veau présente la particularité d'être un cuir extrêmement lisse, alors que la basane ou le marocain sont des cuirs qui sont granuleux. Le marocain ayant un grain qui est plus régulier. Il faudrait vous montrer du marocain si on regarde du marocain. Ah, déjà, est-ce que j'ai une basane bien. Voilà. Pour le coup, vous allez voir, c'est une de la basane. Alors pour le coup, je suis pas du tout sûr que ça passe à la caméra, mais vous voyez, vous avez plein de petits points. Là, c'est pas lisse. Vous avez plein de petits Ah points oui, qui je correspondent en vois. fait au poil que la bête avait, hein. Je vais essayer de zoomer pour voir ce que ça donne, mais je pense qu'on peut les voir. Et là, par exemple, pour aussi le point cuir à l'époque, là, c'est du veau. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous regardez, hein, c'est extrêmement lisse. Vous voyez pas ces petits points, hein. Ah oui.
Mais ça se voit à la caméra, là, Voilà, on ça voit se voit. très bien la comparaison. Ok, donc là vous voyez bien la différence. Et si vous prenez un Marocain, hein, je ne sais pas si celui-là, ouais, c'est le Machir, là ce sont des Marocains, vous allez avoir un peu des petits points comme ça, sauf que ça va faire, comment dire, ça va faire des petites stries hein, en fait, plus ou moins régulières. Ça, c'est un manuscrit qui a été enluminé, c'est vers 1410-1420. On va trouver, voilà, vous allez avoir quelques enluminures. Hein. Oh, c'est beau. Ça, c'est joli. Donc là, là, pour le coup, tout le décor que vous voyez, hein, c'est fait à leur fin. Hein. Magnifique. Et il y avait généralement plusieurs mains. Vous aviez à avoir généralement un scripteur qui allait s'occuper du texte. Vous allez avoir ensuite un artiste qui allait s'occuper du décor au niveau des marges, et ensuite un troisième artiste qui allait s'occuper des enluminures à proprement dire. Vous pouviez en avoir un autre qui s'occupait que des lettrines, je ne sais pas si on voit. Et là, vous allez retrouver, donc là elles sont illuminées, mais vous allez retrouver les mêmes types de lettrines que ce que vous aviez ici dans le. Vous voyez, avec les lettrines que vous aviez là. Totalement. Là, vous allez retrouver dans les lettrines assez simplifiées, mais c'est le même principe. Vous voyez, vous avez la lettre en majuscule, puis ensuite le texte qui arrive derrière. C'est vraiment ce que vous allez retrouver ici sur ces livres d'heures, qui étaient des livres de dévotion. Alors, attendez, ce que les gens aiment bien, ce sont les images. Est-ce que j'en ai? Oui. Où sont-elles? Non, mais n'hésitez pas à entrer dans une librairie ancienne, n'hésitez pas à regarder les livres, à les toucher. On a beaucoup parlé de valeur des ouvrages. Il faut savoir que les livres anciens font partie des objets de collection qui sont les moins chers. Vous pouvez trouver des ouvrages, des livres anciens à tout prix. Et pour peu que vous soyez intéressé par des sujets qui n'intéressent pas les autres, vous seriez un collectionneur extrêmement chanceux parce que vous pourriez faire l'acquisition d'objets vraiment intéressants, de livres vraiment intéressants pour des sommes relativement modestes.